Juste une petite note avant de nous plonger dans le sujet principal de la théorie de cette semaine. Malheureusement, il n'y a pas eu une quantité fantastique de photographies de ce voyage et des navires. Et du moins, si c'était le cas, elles navires. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de photographies existantes disponibles pour cela. Donc le nombre de photos dans cette vidéo sera quelque peu limité par rapport à la normale. Quantité que nous avons dans diverses vidéos, donc je m'excuse pour cela, mais j'espère que cela ne nuira pas trop. Quoi qu'il en soit, le premier, et alerte spoiler, le dernier voyage de la seconde escadre Pacifique russe, est probablement le candidat le plus proche de l'appellation voyage des damnés que vous êtes susceptible de trouver. Mais comment cette catastrophe flottante, qui a littéralement rendu fous certains des hommes impliqués et qui trouverait finalement sa fin à la bataille de Tsushima, est-elle réellement survenue? Eh bien, avec le déclenchement de la guerre russo-japonaise, l'une des premières choses que les Russes ont découvertes est que leur port du Pacifique à Port Arthur était en réalité plus une malédiction qu'une bénédiction. Bien que ce soit un port en eau chaude, quelque chose qui manquait beaucoup en Russie, il était relativement facile à couper du soutien terrestre, étant juste à la fin d'une péninsule, et les collines entourant le port permettaient à l'artillerie ennemie un libre accès aux navires qui auraient dû être en sécurité à l'intérieur, une fois que ces hauteurs avaient été capturées. La nature peu profonde de l'embouchure du port signifiait également que les grands navires ne pouvaient entrer ou sortir qu'à marée haute, et pour couronner le tout, les officiers présents n'étaient pas vraiment aptes à diriger le navire de guerre stationné là-bas dans un quelconque combat sérieux. Les pertes accidentelles de la flotte japonaise et les mines posées par les navires japonais, ainsi qu'un début relativement médiocre de la campagne terrestre, dressaient un tableau plutôt sombre après quelques mois de continuation de la guerre. En réponse, le tsar Nicolas II a envoyé l'amiral Makarov, un officier quelque peu non conventionnel mais très capable et populaire, qui était peut-être le meilleur amiral que la Russie avait ou pourrait effectivement demander. Très rapidement, il a commencé à renverser la situation, et l'avenir, s'il n'était pas radieux, semblait au moins beaucoup plus prometteur qu'auparavant. Mais tout cela s'est arrêté brusquement lorsque le navire amiral de la flotte du Pacifique russe, le Petropavlovsk, a heurté une mine. L'explosion et les débris volants ont décapité l'amiral Makarov et privé la Russie d'un de ses cuirassés les plus capables et de son meilleur commandant naval en même temps. 5 autres amiraux avaient été envisagés pour le rôle de commandant de la flotte du Pacifique russe, et comme le tsar était déterminé à ne pas céder la mainmise de la Russie sur le Pacifique au Japon, il devrait, bien sûr, nommer un nouveau commandant. Mais avec ce qui était maintenant effectivement 2 escadrons navals dans le Pacifique, coincés respectivement à Port Arthur et Vladivostok, et tous deux incapables de briser le blocus japonais afin de se rejoindre, au prix de encore plus de navires de guerre endommagés, il était clair que plus de navires seraient nécessaires, ainsi qu'un nouveau commandant. Ainsi, le nouvel amiral ne pouvait pas simplement être envoyé par le chemin de fer transsibérien comme l'avait fait Makarov. Heureusement, la Russie avait en réalité 2 autres flottes, les flottes de la Baltique et de la mer Noire, et c'est donc d'au moins l'une de ces flottes que d'autres navires de guerre devraient être assemblés. Ils seraient nommés la 2e escadre du Pacifique, puis envoyés autour du monde pour affronter la flotte japonaise. Les petits problèmes, comme le fait que la Russie n'avait en réalité aucune base de ravitaillement ou de réapprovisionnement dans les 18 000 miles qui séparaient, que les règles de la guerre ne permettaient pas vraiment aux pays neutres de fournir une aide à l'échelle qu'une flotte de cette taille aurait besoin, le fait que la Russie n'était pas exactement le pays le plus populaire auprès de la plupart des autres puissances impériales, et surtout avec la Grande-Bretagne, qui contrôlait la plupart des bases et avait la plupart des navires qui se trouvaient le long de l'itinéraire prévu pour la flotte,
et le fait que les navires de guerre russes n'étaient en aucun cas conçus pour naviguer aussi loin ou à travers des environnements tropicaux du tout, ce qu'ils rencontreraient bien sûr en traversant l'équateur plusieurs fois, étaient tous largement ignorés. Et ainsi, le contre-amiral Zinovy Petrovitch Roesevensky a été nommé à la deuxième escadre du Pacifique. Tout bien considéré, il était probablement le meilleur choix que le tsar aurait pu faire, bien qu'étant encore moins politique que Makarov et sujet à de furieuses crises de colère, il n'était pas corrompu, ce qui était en soi exceptionnellement rare dans les hautes sphères des officiers de marine russe de l'époque, et remarquablement juste, bien qu'exceptionnellement exigeant envers ses équipages. Malgré le fait qu'il était détesté par beaucoup dans les hautes sphères de la marine russe, les navires qu'il avait commandés avaient toujours été bien disciplinés, rapides, précis dans leur artillerie et prêts à partir à la moindre notification, un fait qui n'avait pas échappé au tsar. Le fait que Zinovy Petrovitch Rozestvensky ait réussi à impressionner le Kaiser Wilhelm II, qui avait bien sûr ses propres ambitions navales à l'époque lors d'une visite en Russie, n'a pas non plus nui à ses chances de nomination et il serait difficile de trouver un amiral plus populaire parmi les équipages, car bien qu'il avait l'habitude de frapper avec ses poings les membres d'équipage qui le décevaient, l'équipage savait aussi que pratiquement la seule chose qui l'empêchait de donner une correction équivalente aux officiers qui le décevaient ou maltraitaient leurs hommes, était le fait que la plupart des hautes sphères de l'officier de marine russe de l'époque étaient liés d'une manière ou d'une autre à la cour impériale russe, et donc frapper ces derniers serait quelque peu préjudiciable à la carrière de quiconque. Un total de 45 navires de la flotte baltique russe était en préparation, une force qui, sur le papier, était suffisamment forte pour briser le blocus de la marine impériale japonaise et ainsi mettre fin à la campagne, puisque les troupes japonaises envahissantes dépendaient presque totalement du ravitaillement par voie maritime. Pour résoudre le problème de l'insuffisance désespérée des réserves de carburant du navire, un plan a été conçu pour que des cargos, affrétés par la ligne allemande Hamburg America, ravitaillent les navires en mer ou dans des ports neutres qui pourraient être persuadés de le permettre. Le fait que le charbonnage d'un navire était une tâche difficile, épuisante et dangereuse lorsqu'il était amarré au quai, et que personne n'avait même essayé de ravitailler une flotte entière à charbon en mer, était, vous l'avez deviné, ignoré. Les navires eux-mêmes étaient également un mélange assez étrange. Beaucoup d'entre eux étaient influencés par des designs français et avaient une coque à fort renflement, ce qui posait un sérieux problème de stabilité dans les marines françaises et russes alors que les navires entraient en service. Un bon nombre d'entre eux étaient également nettement en surpoids, ce qui avait pour effet de faire descendre la ceinture principale d'armure en grande partie sous la ligne de flottaison et les batteries secondaires et tertiaires se rapprochaient alors dangereusement de l'eau sur un certain nombre de navires. La qualité du travail laissait également à désirer. Le nouveau cuirassé Oriole était en cours d'équipement en préparation pour rejoindre la deuxième escadre du Pacifique jusqu'à ce que quelqu'un retire une partie du revêtement, oublie que les cuirassés ont effectivement besoin que leur coque soit intacte pour flotter, et rentre chez lui pour la journée, laissant le navire couler alors qu'il était ancré dans le port de Kronstadt, ce qui a nécessité le renflouement et la réparation du navire avant qu'il ne soit prêt à partir. Certains des navires étaient neufs et non testés, tandis que d'autres étaient vieux et sur le point d'être obsolètes. D'autres encore étaient essentiellement des yachts aristocratiques réaménagés et des navires de patrouille et des croiseurs auxiliaires totalement inadaptés à la guerre, mais qui avaient reçu quelques canons aléatoires boulonnés là où ils pouvaient s'adapter de toute façon, et toute idée de demander des renforts était repoussée par les candidats probables et d'autres navires cuirassés obsolètes et des unités de défense côtière qui étaient ancrées à travers la baie. Pour aggraver les choses, on a dit à Zinovy Petrovitch Rozestvensky que ses navires recevraient suffisamment de munitions pour une grande bataille et une petite quantité de réserve, mais cela ne suffirait pas pour l'entraînement au tir en cours de route. Jetons brièvement un coup d'œil à certains des navires impliqués. Les principaux atouts de la seconde escadre du Pacifique étaient 5 cuirassés modernes, le prince Suvorov, l'Alexandre III, le Borodino, l'Orel et l'Osliabia. Les 4 premiers étaient de tout nouveaux cuirassés de classe Borodino,
et tous 5 étaient capables de 18 nœuds. Il y avait 2 cuirassés plus anciens, le Sisway Veliki et le Navaren, qui pouvaient atteindre 15 nœuds par un bon jour avec un vent favorable. Il y avait 4 croiseurs modernes relativement rapides, l'Oleg, l'Aurora, le Zemtchug et l'Izmrud et le Dmitri Donskoy, qui avaient 21 ans et commençaient à prendre de l'âge. Svetlana et Almaz étaient assez nouveaux et assez rapides, mais ils étaient les yachts aristocratiques convertis précédemment mentionnés, et leur armure était inexistante. Les croiseurs protégés étaient l'Ural, le Kuban, le Terek, le Rion et le Deipner, et étaient, comme le nom le suggère, des vapeurs rapides sur lesquelles on avait collé des canons au hasard. 9 torpilleurs, un navire hôpital, plusieurs navires de ravitaillement et un brise-glace étaient chargés d'escorter les plus gros navires. Et pendant que nous en parlons, discutons brièvement des noms des navires. Ainsi, les cuirassés étaient généralement associés à quelque chose de grand et d'important, comme dans la plupart des nations. Le prince Suvorov a été nommé d'après un célèbre général russe, Borodino a été nommé d'après une bataille avec Napoléon, Auxilia Baïa était le nom d'un moine guerrier au XIVe siècle, Alexandre III était le tsar précédent, Aurel signifie aigle, et bien sûr l'aigle était le symbole de la Russie impériale, et Navarin a été nommé d'après une bataille navale plus récente contre les Turcs, qui avait également été assez réussie. Et de même pour les croiseurs, Oleg avait été l'un des premiers princes vikings à régner sur la Russie. Aurora était bien sûr la déesse grecque de l'aube. Zemchug signifie apparemment perle en russe. Izumrud signifie émeraude. Et Almaz signifie diamant. Et bien sûr, vous aviez le Dmitri Donskoy, qui était un prince russe qui a vaincu les Tartares, encore une fois au XIVe siècle. Les noms des torpilleurs étaient légèrement différents. Vous pouvez vous faire une idée du style de leurs noms en regardant 3 d'entre eux. Buini, Bistri et Bidovi, qui signifiaient sauvage, rapide et imprudent. En fait, j'aime assez ces noms pour les destroyer. Cela dit, la liste des problèmes avec les navires ne s'est pas terminée avec leur âge. Beaucoup de la troupe étaient des conscrits de la Russie centrale, et la flotte avait manifestement passé la majeure partie de son hiver bloqué dans la glace. Il y avait très peu de temps pour former une base d'équipage dont les normes éducatives n'étaient pas exactement brillantes pour commencer, et beaucoup d'entre eux n'avaient jusqu'à récemment jamais réellement vu la mer, encore moins imaginé être enfermés dans une énorme boîte métallique et éloignés de la terre pendant des mois à la fois. Un officier de la flotte en formation s'est plaint que la moitié de ce groupe doit tout apprendre parce qu'ils ne savent rien, et l'autre moitié doit aussi tout apprendre parce qu'ils ont tout oublié, et dans les rares occasions où ils se souviennent de quelque chose, c'est obsolète et dépassé. Dans la Russie des années 1900, avec un si grand nombre d'hommes, il était inévitable que des membres de divers groupes révolutionnaires tentent de semer le trouble parmi les équipages. Vous vous demandez peut-être pourquoi la flotte russe de la Baltique était dans un état si déplorable. Eh bien, c'est parce que la plupart des hommes d'expérience de la marine russe étaient soit dans la flotte de la mer Noire, soit avaient déjà été envoyés en Extrême-Orient avec la première escadre du Pacifique. Les officiers eux-mêmes n'étaient guère mieux dans de nombreux cas, avec Ross Izvensky, qui était l'un des rares hommes de toute la flotte à avoir même un peu d'expérience de combat, en voyant l'ampleur de la tâche à venir et pas entièrement ravi de la tâche assignée, a commencé à décrire certains de ses subordonnés supérieurs comme un sac de fumier et un vaste espace vide. Et cela avant même qu'il n'ait pris la mer. La situation a été aggravée par l'insubordination flagrante de plusieurs de ses officiers. Comme nous l'avons dit auparavant, Rusesvensky avait par le passé commandé des navires très disciplinés, parmi les meilleurs de la marine russe. Mais maintenant, il avait des capitaines de croiseurs qui ancrageaient délibérément leurs navires dans l'ombre d'autres cuirassés par rapport aux navires amiral spécifiquement pour qu'ils puissent se faufiler sans être détectés pour aller passer leurs nuits à terre à se saouler. C'était donc quelque chose d'une lutte ascendante quand il s'agissait réellement de faire quelque chose quelques mois plus tard, juste avant que les glaces du Nord ne commencent à se reformer, la deuxième escadre du Pacifique mettrait les voiles.
Le ton du voyage a été donné presque immédiatement lorsque le navire amiral s'est échoué et que l'un des croiseurs d'escorte a perdu son ancre et sa chaîne pendant que la flotte attendait que le navire amiral se remette à flot et que le croiseur récupère l'ancre égarée. Un destroyer a accidentellement éperonné l'un des autres cuirassés et a dû retourner au port pour réparation. Ces problèmes mineurs étant surmontés, la flotte a progressivement traversé la Baltique jusqu'à la côte danoise où la première de nombreuses paniques hilarantes et mal informées a commencé à se propager. Des marins hystériques ont alors crié qu'ils étaient tous condamnés. Correct. Une flotte de torpilleurs japonais les attendait au point le plus étroit entre le Danemark et la Suède. Incorrect. Les petits détails comme le fait que le Japon n'avait pas assez de torpilleurs pour constituer une flotte et que les torpilleurs n'étaient pas connus pour des vitesses supérieures à 300 nœuds ni des rayons d'action de 18 000 miles qui auraient été nécessaires pour arriver à cette position à ce moment-là ont été une fois de plus ignorés en faveur de ce que les gens voulaient croire. Quelques jours plus tard, la flotte a endommagé les charbonniers danois qui les avaient approvisionnés à cause de collisions et de manœuvres maladroites. Les bossoirs d'un autre navire se sont détachés et son canot est tombé par-dessus bord et a coulé, tandis que le brise-glace qui avait été assigné à la flotte a été si mal géré que Rozesvenski a réellement tiré plusieurs coups de feu à travers son étrave pour le faire arrêter après qu'il a refusé de reconnaître les signaux de l'amiral. Il l'a ensuite renvoyé chez lui. Ce voyage serait un enfer personnel unique pour un certain Eugene S. Politovski, un homme très brillant et responsable qui servait en tant qu'ingénieur en chef de la flotte à l'âge relativement jeune de 30 ans, il se retrouverait maintenant à ramper dans la cale du Buistri, s'occupant des réparations. Tout au long du voyage, le pauvre Politovski finirait par s'occuper des réparations presque tous les jours, passant constamment d'un navire à l'autre, s'accrochant à des cordes, des échelles et tout ce qu'il pouvait attraper lors de l'embarquement sur des navires en pleine mer agités, souvent avec très peu de gratitude, étant donné qu'il était, après tout, un simple ingénieur et non un des officiers aristocratiques. D'autres rumeurs ont commencé à circuler. Les Japonais avaient miné les mers, les sous-marins japonais étaient à proximité, et ainsi de suite. Exaspéré, Rozesvenski a tenté de les calmer tous en émettant un ordre selon lequel aucun navire de quelque sorte que ce soit ne doit être autorisé à s'introduire parmi la flotte. Un petit bateau de pêche transportant des messages du tsar est apparu juste à temps. Les équipages de canons hystériques ont bien sûr ouvert le feu. Un peu plus tard, Rozesvenski recevait à bord de son navire amiral les pêcheurs qui venaient avec la nouvelle que, pour ses ennuis, il avait été promu vice-amiral. Le tir pendant l'approche avait été si mauvais que la puissance de feu combinée de dizaines de navires de guerre n'avait pas même égratigné le bateau de pêche. À ce stade de notre histoire, nous rencontrons pour la première fois le navire de réparation de flotte Kamtchatka avec lequel tout le monde deviendra malheureusement trop familier. Son entrée dans notre récit, ici, était son signal qu'elle était attaquée par des torpilleurs. Interrogée sur la quantité, elle a répondu environ 8 de partout. Finalement, quelqu'un a réalisé le fait que absolument personne d'autre ne pouvait voir ne serait-ce qu'une mouette, encore moins des torpilleurs japonais exceptionnellement perdus. Et quand rien ne s'est réellement passé, Kamtchatka a refusé de dire que c'était une fausse alerte, seulement qu'il avait changé de cap et que les torpilleurs avaient disparu. Ayant survécu aux attaques de torpilleurs et de sous-marins japonais fantômes, et ayant négocié un champ de mines inexistant, l'escadron a navigué dans la mer du Nord. Sûrement, dans cette belle étendue d'eau grise ouverte, rien ne pourrait éventuellement mal se passer. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur toute la flotte de pêche de chalutiers sur le Doggerbank. De toute évidence, les profils des chalutiers à mouvement lent avec leur armement redoutable de filets de pêche correspondaient à des bateaux torpilleurs rapides et bas, et concluant qu'une autre flotte de bateaux torpilleurs japonais était sur le point d'attaquer, les Russes ont ouvert le feu.
Des obus ont éclaboussé partout. Un certain nombre de navires russes ont signalé qu'ils avaient été touchés par des torpilles, et sur un cuirassé, une partie de l'équipage a enfilé des gilets de sauvetage et s'est allongé sur le pont en préparation du naufrage, tandis que d'autres couraient follement en brandissant des sabres et en maniant des pistolets, criant que le navire était abordé par les Japonais, ce qui a provoqué encore plus de panique. Les cuirassés russes ont continué à tirer, finissant par toucher leur cible. Ils ont endommagé 4 chalutiers britanniques et en ont coulé un autre, les laissant déconcertés. Une colonne de 7 cuirassés a réussi à ignorer complètement les chalutiers et a engagé 2 de leurs propres croiseurs, l'Aurora et le Dmitri Donskoy, marquant finalement un certain nombre de coups sur l'Aurora, heureusement sans trop d'effet, bien que l'aumônier du navire mourait plus tard de ses blessures. Roshesvensky semblait être le seul dans la flotte à pouvoir reconnaître les chalutiers dans les projecteurs du navire amiral et courait autour du navire amiral. Le Suvorov courait frénétiquement pour essayer de faire pointer les différents projecteurs vers le ciel, ce qui était un signal pour ne pas s'engager. Mais divers artilleurs à travers le navire s'engageaient à volonté, et donc l'annulation de l'assaut a pris un certain temps. La lumière de l'aube a révélé que, dans l'hystérie collective, la seule grâce salvatrice des Russes était que leur artillerie avait été si épouvantablement mauvaise que les dégâts globaux avaient été réduits au minimum. Un certain nombre de navires avaient tiré une bonne partie de leur stock total d'obus sans toucher quoi que ce soit. La flotte de chalutiers survivante a probablement compensé toute piscine récemment pulvérisée. Pour des raisons assez évidentes, le tsar s'est excusé assez rapidement, mais l'opinion publique et les médias britanniques n'ont pas été si facilement dissuadés. Ils ne croyaient pas qu'une telle attaque puisse vraiment être accidentelle et ont exigé la guerre contre la Russie. Des escadrons de croiseurs ont commencé à apparaître avec une fréquence alarmante autour de la flotte russe, tandis que l'ensemble de la flotte de la Manche, elle-même plus grande que l'ensemble des forces combinées de la marine russe, a reçu l'ordre de lever l'ancre et de se préparer à l'action. L'ensemble des composants modernes de la flotte méditerranéenne ont également été activés et ont reçu l'ordre de se diriger vers le détroit de Gibraltar, une force combinée qui surpassait la deuxième escadre du Pacifique russe de 4 à 1. Se déplaçant pour piéger les Russes dans une tenaille entre les flottes de la Méditerranée et de la Manche, et ayant examiné l'horrible artillerie de l'incident de Dogger Bank, l'amiral Beresford préparait un plan d'attaque qu'il décrivait dans une lettre comme chevaleresque, proposant de rendre le combat équitable en engageant toute la force russe qu'avec 4 de ses cuirassés britanniques, gardant les autres en réserve au cas où certains de ces navires prendraient effectivement 1 ou 2 coups. À ce stade, les forces russes étaient également quelque peu divisées, certains des navires plus anciens prévoyant de passer par le canal de Suez afin de ne pas retarder davantage les unités plus modernes capables de naviguer plus rapidement. Maintenant, pour être juste, il n'était pas complètement déraisonnable pour un capitaine ou un autre officier extrêmement paranoïaque de croire que les Japonais auraient pu essayer de prendre une sorte d'action en mer du Nord. Après tout, à cette époque, la plupart des navires de guerre japonais étaient construits dans les chantiers navals britanniques et passaient par la Manche pour se rendre au Japon, et divers espions russes prétendaient repérer des torpilleurs en mer depuis un certain temps. Mais l'idée que les Britanniques avaient construit à la hâte une flotte entière de navires en quelques mois, capable de défier toute la deuxième escadre du Pacifique, puis de les remettre aux Japonais, qui avaient, d'une manière ou d'une autre, téléporté plusieurs milliers de membres d'équipage à travers la moitié de la planète, était toujours quelque peu absurde. Des signaux diplomatiques furieux entre les gouvernements britanniques et russes ont évité de justesse l'ordre d'ouvrir le feu, mais l'une des concessions faites était que Rozhesvensky devrait accoster avant que la flotte ne quitte les eaux européennes et laisser derrière lui les officiers qui avaient été responsables de l'attaque des chalutiers britanniques. Profitant au mieux d'une opportunité, il a utilisé ses ordres comme une excuse pour échouer un certain capitaine Klado qui avait critiqué son commandement tout le long depuis la Russie et, malgré le fait qu'il soit un officier, Rozhesvensky et Klado étaient presque venus aux mains sur le pont du navire amiral quelques jours auparavant.
Comme il avait été sous le pont et donc pas impliqué dans le débâcle de Dogger Bank, Clado a reçu l'ordre de retourner à Saint-Pétersbourg pour organiser des renforts. Mais avec tous les navires de la flotte de la Baltique qui valèrent la peine d'être envoyés, et certains qui probablement ne valaient pas la peine d'être envoyés de toute façon, ayant déjà été expédiés, cela lui a donné l'excuse parfaite pour commencer à rassembler d'anciens navires obsolètes, qui avaient été rejetés en premier lieu comme étant de vieux tubes, et désignés par certains des officiers moins gentils comme l'escadron qui coule par lui-même. C'était bien loin de ce que Rozhesvensky avait été promis par le tsar, sur sa suggestion, qui était que le gouvernement russe achète une petite flotte de croiseurs modernes au Chili et en Argentine, et les envoie de l'autre côté de l'Atlantique pour le rejoindre. Si vous avez regardé notre vidéo sur les dreadnoughts sud-américains, vous saurez pourquoi le Chili et l'Argentine ayant récemment signé un traité de paix et de désarmement médiés par les Britanniques, et donc ils avaient un nombre assez important de navires relativement modernes disponibles à la vente à l'époque. Quoi qu'il en soit, la flotte principale a finalement quitté les eaux européennes, les escadrons de croiseurs britanniques étant les derniers à se retirer de leur poursuite. Un officier à bord du croiseur Her Majesty's Ship Diana, notant que l'escadron de Rozhesvensky était nettement supérieur aux autres de la flotte, exprimant l'opinion que c'était en fait le seul qui pourrait concevablement être dit prêt pour la guerre, à part le croiseur Aurora, qui se trouvait être un brillant exemple de bonne conduite navale parmi le reste de la seconde escadre du Pacifique. Sous le pont, le pauvre ingénieur en chef Politovski, prenant une courte pause des réparations, a écrit, allongé sur le dos la nuit dernière, « J'ai regardé les rats se sentir chez eux dans ma cabine. J'avais l'habitude de dormir avec mes pieds vers la porte, mais j'ai maintenant mis mon oreiller là. Les rats peuvent sauter de la table d'écriture sur le canapé et auraient facilement pu sauter sur ma tête. Sa raison de se reposer pourrait être liée au fait que la flotte avait perdu contact avec le Kamtchatka pendant quelques jours et espérait probablement que le navire avait disparu pour de bon. Mais le Kamtchatka est finalement apparu avec des nouvelles. La flotte principale avait presque déclenché une guerre avec l'Empire britannique, mais avait réussi à les surpasser tous, en rapportant qu'elle n'avait pas seulement tiré 300 obus lors d'un engagement avec 3 navires japonais, mais qu'elle avait en fait tiré sur un marchand suédois, un chalutier allemand, et une goélette française, mettant les Russes en désaccord avec presque toutes les autres grandes flottes européennes existantes. Heureusement, tout le monde semblait comprendre le niveau véritablement épouvantable de commandement sur le Kamtchatka, et ces incidents ont été discrètement abandonnés. Cela s'ajoutait au fait que les niveaux véritablement épouvantables de l'artillerie du Kamtchatka l'empêchaient de déclencher plusieurs nouvelles guerres en ne touchant réellement rien. Pour couronner le tout, il s'est avéré qu'alors que la flotte avait quitté Tanger, un navire avait réussi à couper le câble télégraphique sous-marin de la ville avec son ancre, ce qui a ensuite empêché le port de communiquer avec l'Europe pendant 4 jours. Le Kamtchatka a été ordonné de prendre la tête de la colonne de navires de ravitaillement, non pas en raison d'une quelconque compétence navale ou compétence de son capitaine, mais parce que Rozhesvensky ne lui faisait pas confiance le moins du monde et voulait que le navire soit le plus proche possible afin qu'il puisse le surveiller. Les navires atteignaient maintenant la fin des réserves de charbon qui avaient été chargées en Russie et au Danemark, et devaient rencontrer un convoi de navires à charbon allemands au large de l'Afrique de l'Ouest. Pour minimiser le nombre de fois où cela devait être fait, ils ont reçu l'ordre de prendre des charges doubles de charbon. Bien sûr, il n'y avait pas assez d'espace dans les soutes, et donc le charbon était stocké partout ailleurs, sur le pont, dans les salles de stockage, dans les couloirs, etc. Cela a à son tour entraîné le recouvrement des navires par une fine couche de poussière de charbon, ce qui en combat était aussi bénéfique que de verser de l'essence sur toutes les surfaces disponibles et ensuite d'essayer d'allumer une allumette. Comme si transformer accidentellement leur navire en une procession de bombes à air combustible n'était pas assez grave, lorsque les navires passaient le long de la côte africaine, la poussière de charbon qui était dans l'air se combinait avec l'humidité pour recouvrir la gorge et les poumons de tout le monde d'une épaisse substance noire, ce qui a tué un certain nombre de marins qui étaient plus vulnérables aux problèmes respiratoires.
Un certain répit a été obtenu lorsque la flotte a navigué dans une tempête, le vent et l'eau purifiant l'air au moins, mais le Kamtchatka ne pouvait pas permettre même un petit peu de chance, donc quand on lui a demandé son statut dans le cadre d'un appel général, au lieu de renvoyer le signal que nous allons bien, le message Voyez-vous, des torpilleurs a été envoyé, provoquant une autre panique alors que la flotte cherchait d'autres embarcations torpilleuses japonaises magiques, flottant autour d'une tempête de l'Atlantique. Rossetsvensky a évacué certaines de ses frustrations en inventant de nouveaux surnoms pour divers capitaines et navires qui l'avaient agacé. Ainsi, il s'est retrouvé à donner des ordres aux vieux pervers lubriques, aux gigoteurs polis, aux nihilistes sans cerveau, aux porte-uniformes de la garde et à d'autres. Lorsqu'il était assailli par ses accès de colère, comme il le trouvait de plus en plus approprié au fil du temps, il jetait souvent ses jumelles par-dessus bord du navire. Conscient de cette habitude, grâce à une expérience antérieure, son personnel avait apporté une boîte contenant pas moins de 50 paires de jumelles. Parfois, quand c'était trop, Rousseзвensky se contentait de sortir sur une aile du pont et de hurler à travers les 8 kilomètres qui le séparaient de la salope lubrique, qui était sa nouvelle désignation pour la Kamtchatka. Alors que la flotte approchait du cap, Rossesvensky a reçu un signal indiquant que Clado envoyait les renforts de la 3e escadre du Pacifique pour le rejoindre. Sachant que ce serait une collection gériatrique de navires véritablement obsolètes qui ne feraient rien d'autre que le gêner, il a décidé d'éviter tout contact avec eux si possible, et par conséquent, il refuserait désormais de partager sa position ou ses progrès avec le commandement central. Pendant ce temps, un fonctionnaire britannique sarcastique a saisi l'occasion pour envoyer un câble aux Russes pour les informer qu'il y avait une autre flotte de pêche britannique opérant près de Durban, juste au cas où. Cependant, le moral a pris un énorme coup lorsqu'en approchant de Madagascar, ils ont appris que Port Arthur avait capitulé et que la plupart des navires survivants de la première escadre du Pacifique avaient été coulés dans le port par des pièces d'artillerie que les Japonais avaient remorquées au-dessus des hauteurs du port lors de leur capture. Il y avait maintenant une préoccupation très réelle que certains des cuirassés russes qui avaient été présents dans le port pourraient être remis à flot, remis en service japonais, puis utilisés contre la 2e escadre du Pacifique s'ils n'entraient pas en action assez rapidement. Pour remonter leur morale en berne, les équipages ont recueilli des animaux exotiques lors de visites à terre, mais avec une idée quelque peu mal avisée de ce qui était approprié pour un passage sur un navire de guerre. Cela comprenait un crocodile et un serpent venimeux qui ont causé une certaine panique sur un cuirassé lorsqu'il s'est enroulé autour des canons principaux, puis a mordu l'officier commandant lorsqu'il a essayé de le faire partir. Bien que l'ajout d'un grand serpent venimeux au navire en question a probablement augmenté considérablement la puissance offensive du navire, surtout dans toute action d'abordage prospective. Quelqu'un a envoyé à Rossesvensky un perroquet, qui a promptement commencé à apprendre le vaste et complet vocabulaire d'injures russes de l'amiral. Le navire amiral était également maintenant envahi par des caméléons qui se sont avérés naturellement difficiles à trouver chaque fois qu'ils s'échappaient. L'équipage de l'Aurora était tellement assailli par diverses grandes créatures prédatrices que ses officiers avaient amenés à bord qu'ils se sont plaints qu'ils étaient maintenant trop effrayés pour dormir alors que les animaux erraient sur le pont à la recherche de snacks. La flotte était passée d'un ensemble fou de navires de guerre douteux à un désastre diplomatique flottant à un ensemble de bombes aériennes mobiles et prenait maintenant un tournant en devenant le plus grand zoo maritime du monde, car une variété déconcertante d'oiseaux et d'animaux était généralement laissée libre de se promener sur leurs navires. Remarquant que la faune était actuellement confinée aux navires eux-mêmes, l'Espérance, le navire de ravitaillement réfrigéré de la flotte, a décidé de contribuer à la collection en faisant en sorte que son usine de refroidissement décompose les tonnes et tonnes de viande pourrissante qui ont été jetées par-dessus bord dans les jours suivants, et cela a complété l'exposition de la vie marine, car elle a attiré un éventail intéressant de requins. Ayant laissé l'Atlantique derrière eux et se trouvant maintenant dans l'océan Indien, les événements continueraient à prendre un tournant pour le pire. La tension de commander ce défilé de désastres commençait à se faire sentir.
L'amiral Rozesvensky était gravement malade et restait confiné dans sa cabine, tandis que son chef d'état-major avait subi une hémorragie cérébrale et était devenu partiellement paralysé. En conséquence, personne n'était vraiment en charge de la flotte, et ils sont donc restés à Madagascar. Et une fois la collection d'animaux de compagnie entièrement réalisée, les équipages ont décidé de débarquer pour profiter des installations locales. Était une bonne idée, avec l'épidémie inévitable de malaria, de dysenterie, de typhoïde et de toutes les maladies sexuellement transmissibles connues de l'humanité. Lors d'un enterrement pour l'un de ses morts, le Kamtchatka a tiré un salut, mais bien sûr, étant le Kamtchatka, ils ont utilisé un obus vivant qui a frappé le croiseur Aurora, qui avait déjà été le destinataire de certaines des petites quantités de tirs russes précis qui avaient été affichés jusqu'à présent et qui en avaient maintenant assez d'être une énorme piñata en acier. Étant donné qu'il s'agissait d'une flotte russe, la situation n'a fait qu'empirer par la suite, comme on pouvait s'y attendre. Alors que des vagues de maladies mentales, de ferveur religieuse, de mutineries et de révolutions commençaient à balayer la flotte. Un vieil ami de Politovski a commencé à errer autour des différents navires de la flotte à moitié déshabillés, demandant aux gens s'ils craignaient la mort. Alors que la santé de Rozesvensky s'améliorait, certains des pires délinquants ont été réunis et renvoyés chez eux. Mais cela a encore diminué la main-d'œuvre de la flotte et, en même temps, beaucoup d'officiers étaient tout à fait heureux de ne pas être au courant de ce qui se passait, ayant découvert que Madagascar faisait un commerce florissant de diverses drogues de haute puissance. Un officier avait apporté 2000 cigarettes, et on a découvert qu'elles étaient toutes remplies d'opium, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui ont pu mettre la main dessus avant qu'elles ne soient confisquées. La flotte devait également se réapprovisionner en munitions, ayant épuisé la majeure partie de son stock limité sur les chalutiers britanniques. Les esprits se sont élevés lorsque le navire de ravitaillement Ertish est arrivé, supposément portant des munitions pour la flotte. En ouvrant les boîtes, ils ont plutôt trouvé 12 000 paires de bottes fourrées et autant de manteaux d'hiver. Idéal pour les missions en mer équatoriale. Alors que Rozesvensky poursuivait sa convalescence, il ordonna un exercice de tir pour tenter de rétablir un semblant d'ordre. Aucun des destroyers n'a réussi à toucher une cible stationnaire qui leur avait été laissée par les cuirassés. Le navire amiral a marqué un seul coup, qui était sur le navire remorquant la cible. Une escadre de destroyers devait naviguer en ligne de front, mais s'est dispersée à la place. Une fois ramenés en ligne, ils ont tiré 7 torpilles. L'une s'est coincée, 3 ont dévié de manière incontrôlable, 2 ont avancé à des vitesses exceptionnellement lentes, manquant la cible, et le dernier a fait un grand cercle, provoquant à nouveau la dispersion des navires. Entrant dans le jeu, le Kamtchatka a envoyé un signal indiquant qu'il coulait. Après beaucoup de réjouissances dans toute la flotte à cette nouvelle, elle a ensuite enquêté et n'a trouvé rien de plus qu'un tuyau de vapeur fissuré dans la salle des machines, à la grande déception de tous. Les choses se sont quelque peu améliorées lorsque l'ancien détachement de la seconde escadre du Pacifique, ayant réussi à négocier le canal de Suez, est arrivé pour rejoindre leurs camarades d'escadre après un voyage quelque peu moins mouvementé. Malgré les crocodiles, les serpents et les lémuriens à bord, l'Aurora a prouvé une fois de plus qu'il était l'un des meilleurs navires de la flotte, car il a montré le seul exemple réussi de discipline navale en organisant une petite course entre ses nombreux bateaux. Et à grande surprise, aucun d'eux n'a coulé, aucun d'eux ne s'est tiré dessus, et ils sont tous revenus intacts à leur vaisseau mère. Pendant ce temps, dans les eaux européennes, la collection de ferrailles vieillissantes qui formait la troisième escadre du Pacifique avait pris la mer sous le commandement de l'amiral Nebokgatov, tout aussi gériatrique. L'amirauté russe lui a ordonné de rallier la flotte principale. Ils ont dit de vous joindre à Rozesvensky. Mais, grâce aux meilleurs efforts de Rozesvensky pour éviter ce sort particulier, ils ont dû ajouter dont l'itinéraire nous est inconnu. Rozesvensky, bien sûr, n'avait aucune intention de se joindre à ce qu'il décrivait comme une collection archéologique d'architecture navale, et il a maintenant pris des mesures pour augmenter ses efforts pour échapper à d'autres parties de sa propre marine.
La flotte traverserait ensuite l'océan Indien, les officiers se divertissant en organisant des chasses aux rats avec un degré de succès limité. De l'autre côté, ils ont été accueillis par le navire de transport Gorchakov. Les esprits se sont élevés dans l'espoir que le navire avait du courrier tant attendu de la maison. En fait, le seul courrier sur le navire étaient les lettres qui avaient été envoyées à la maison depuis Madagascar un mois auparavant, le navire s'étant complètement perdu en essayant de trouver son chemin de retour. Rozesvansky a pris une nouvelle approche. Chaque fois qu'un navire sortait de la ligne ou enfreignait autrement les ordres, il le convoquait désormais pour prendre position à l'arrière du navire amiral où il réprimandait alors le capitaine devant tout l'équipage du navire à l'aide d'un porte-voix. Le 11 mai 1905, les efforts d'évasion de Rozesvansky ont finalement échoué lorsque la troisième escadre du Pacifique, ayant fait des progrès étonnamment bons, principalement en éliminant totalement l'Afrique et en passant par le canal de Suez comme l'avaient fait les navires plus anciens de la deuxième escadre du Pacifique, a réussi à trouver la flotte principale au large de la côte de l'Indochine. Rozesvansky n'avait pas utilisé le canal pour la plupart de sa flotte, le jugeant dangereux. Tous les navires seraient des cibles faciles alors qu'il naviguait ce point de resserrement particulier, et il ne voulait pas risquer toute sa flotte, car c'était l'un des rares endroits où les Japonais auraient réellement pu envoyer une force pour l'intercepter. L'autre problème était que la majeure partie de la seconde escadre du Pacifique aurait créé un embouteillage monumental dans le canal, comme c'était le cas lorsque les deux escadres inférieures des forces russes avaient traversé, s'arrêtant évidemment pour scruter toute activité ennemie et mettant tous leurs artilleurs en alerte au cas où les Japonais auraient développé un bateau-torpille capable de naviguer sur le sable. Une longue, très longue file de navires marchands profondément agacés s'était accumulée derrière les cuirassés, les cornes retentissant tout du long. Profondément irrité, Rozesvansky a présenté sa démission, mais le tsar l'a rejetée. Du côté de la marine impériale japonaise, l'amiral Togo avait surveillé les progrès des Russes tout du long. Le 25 mai, il a appris que Rozesvansky avait renvoyé les charbonniers qui étaient arrivés à Shanghai pour rencontrer la flotte. Sans réapprovisionnement en charbon, cela signifiait que les Russes devaient prévoir de prendre l'itinéraire le plus court à travers le détroit de Tsushima entre le Japon et la Corée. Tôt le matin du 27 mai, un guetteur à bord de l'Ural a signalé que 4 navires non identifiés étaient apparus derrière la deuxième escadre du Pacifique. C'était le début de la bataille de Tsushima et la fin du voyage de la deuxième escadre du Pacifique. Mais cette histoire particulière sera un récit pour une autre fois.